Bonjour Ellie. Bonjour Claire. Alors ça me fait très plaisir que tu aies accepté mon invitation donc, pour cette interview. Mhm. Alors Ellie est une super coach que j'ai rencontrée lors d'une formation de SEV. Donc SEV qui est l'association Savoir-être et vivre ensemble de Frédéric Lenoir. Et donc dans cette formation, donc, il nous apprenait en fait à mener des ateliers philo auprès des enfants. J'ai fait la connaissance d'Ellie et donc j'ai voulu l'inviter aujourd'hui, puisqu'elle a donc une grande expérience, avec les jeunes, avec le coaching de manière générale. Elle a eu une grande carrière à plusieurs niveaux et donc elle va nous parler de ça aujourd'hui. Donc, Ellie, je te laisse te présenter. Alors, c'est toujours le problème. Comment se présenter, par quel statut, qui je suis, la fameuse identité. Alors là, à l'instant T, je suis coach consultante professionnelle, je suis professeure en sciences humaines et formatrice en gestion du stress. Et je suis une ancienne professeure de mathématiques. Et donc, et même j'ai été professeure en maternelle. Donc, ce qui fait que j'ai un panel vraiment de l'apprenant qui est grand. Et même quand j'ai vécu en Allemagne, parce que j'ai vécu en Allemagne 15 ans, j'ai enseigné le français à des personnes de 80 ans. Ah oui, Donc j'ai vraiment un panel d'apprenants comme dans les jeux de 7 à ouais, 77 c'est ans. ça. Et puis, et donc je suis spécialisée donc, en tant que coach en coaching scolaire et parental. Et donc concrètement, comment ça se passe? Alors concrètement, généralement, parce que les gens ne connaissant pas le métier, ne viennent pas forcément vers moi au départ. Mais, j'ai eu la chance lors d'une conférence, de rencontrer une pédopsychiatre qui m'a, conseillé, à ses patients. Et donc les parents m'appellent généralement, me disent la problématique. Alors ça peut être toutes sortes de problématiques, que ce soit l'apprentissage à l'école, que ce soit le comportement, le harcèlement, le mal-être tout simplement d'un enfant. Et ils viennent, généralement la première séance, ils me parlent avec l'enfant et ensuite, on pose des choses. J'explique certaines choses, par rapport au coaching, au développement personnel, aux croyances, parce que pour moi, tout n'est que croyance. Et quand je parle de croyances, je parle de ces convictions que l'on a sur nous-mêmes, sur l'environnement, sur, les enfants. Et en tant que parent, on se donne à nous-mêmes des injonctions, cette fameuse petite voix qui nous dit parfois, «Il faut faire ci, il faut faire ça», alors que, Ouais. non, on ne sait pas s'il faut déjà. Et parfois, il faut choisir de faire ça aussi, en conscience. Donc, c'est d'amener à comprendre les mécanismes qui poussent le système, puisque tout est systémique, le système familial, parfois, à défaillir, parce que ça n'est pas que l'enfant, selon moi, qui a un problème. C'est tout l'ensemble, c'est tout le système dans lequel il est, et que quand on touche à un maillon du système, on fait changer le système. Donc, plus on touche de maillons, que ce soit les professeurs, les parents, les grands-parents, enfin les amis ou quoi que ce soit, finalement, on vient changer un système et on vient changer le système et l'environnement de l'enfant. Et donc du coup, tu dirais que ça nécessite vraiment que le parent soit dans cette démarche-là de remise en question pour que ça puisse aussi marcher avec l'enfant? Je pense que oui, parce que si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras toujours le même résultat. Donc à un moment donné, si tu veux toujours éduquer de la même manière, d'ailleurs, si on prend un exemple, 2 enfants d'une même, fratrie, très souvent, on n'arrive pas à les élever de la même manière. Ouais. Donc parce qu'ils ont leur propre caractère aussi, et puis parce que nous, en tant que parents, on est à un autre moment de notre vie aussi, et on est dans d'autres, peut-être, problématiques, dans d'autres, puis c'est pas le premier, c'est le deuxième, par exemple, donc ça change aussi la donne. Donc tout ça fait que oui, je pense que, et c'est pour ça que je dis bien que je fais du coaching scolaire et parental, c'est-à-dire qui touche et l'enfant et le parent, et je trouve que si on touche les 2 en même temps, on a beaucoup plus de chances de pouvoir faire Mmh. évoluer le système. Et du coup, dans ta démarche de coaching, est-ce que tu as des méthodes précises? Comment, tu interagis avec l'enfant? Est-ce que tu utilises des choses ludiques? Est-ce que tu es beaucoup plus sur la parole et le questionnement? Alors, moi je suis facilitatrice graphique aussi, donc j'utilise énormément ma tablette, et tous mes concepts sont,
tous les concepts que j'aborde sont déjà sketch-notés. C'est-à-dire que j'en ai déjà fait ce qu'on appelle une planche avec un dessin et j'ai vulgarisé le concept pour qu'il soit compris, par tout le monde et donc par les enfants notamment ou les jeunes que j'ai. Et j'utilise aussi tout ce qui est des médias comme les cartes, mais pas dans la médiumnité, mais vraiment dans le fait elles portent un mot et ce mot va me permettre aussi de pouvoir rentrer en communication avec l'enfant. Et quand il y a le côté un peu magique en plus, souvent ça va encore plus leur plaire. Mais comment ça se fait que ça sort comme carte? Il Je te voit comme une magicienne, du C'est coup? ça, exactement. Donc ça a été le cas, enfin, pour prendre un exemple, on était sur une problématique de drogue, à un moment donné avec un jeune et il va, tirer la carte des intoxications et je trouve que c'est génial quoi, ça tombait pile poil, c'était top. Donc après on a pu parler de tout ça et librement et ça a libéré quelque part un petit peu la parole aussi. Donc voilà, donc j'utilise ça, mais surtout moi, ce que je fais, c'est que je dessine et j'écris, la séance en même temps que les coachés, me parlent, que ce soit les adolescents comme les adultes, ce qui font qu'après ils repartent avec leur séance faite sur un format A4 et qu'ils peuvent avoir en numérique. Tu as des exemples que tu pourrais nous montrer? Et ben, moi j'en ai, mais je crois que tu en as aussi toi? Oui, alors Peut-être en dessin, en dessin. Moi, alors peut-être que tu forcément, hein, si j'ai interrogé Ellie, c'est qu'au début, elle m'a beaucoup aidée. Donc, effectivement, c'était ce genre de petits dessins qui récapitulaient un petit peu tout ce qui avait été partagé, tout ce qui avait été exprimé. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui m'avait particulièrement plu aussi chez Ellie, euh, parce qu'elle avait cette capacité, du coup, à traduire en images ce qui avait été dit pendant la séance. Et donc, cette capacité d'écoute tout en synthétisant et en apportant un éclairage nouveau. mmh. Et voilà, j'avais trouvé ça particulièrement fort. Bah, c'est vrai que j'en avais fait un livre qui s'appelle, «Visualiser pour accompagner», et c'était mon mémoire, en fait, et j'avais travaillé sur le fait que finalement de faire cela, ça permettait, et j'avais fait un Google Forms justement pour que les gens, qui l'avaient vécu puissent, en rendre compte et on se rend compte de la portée que ça a à l'instant T, mais aussi quelque temps plus tard quand tu le relis et finalement tu vas peut-être le relire sous une autre lecture justement, avec d'autres yeux et tu vois aussi ton avancement et puis ça ancre certaines choses et à la fois ça permet, je pense, au cerveau de pouvoir, synthétiser, réellement, la séance et de la voir comme ça, finalement, il y a un aspect aussi un peu ludique avec des couleurs, de mettre, cette vie qui parfois est grise en couleur. Mm. Ouais. Alors ça, c'est sûr que la couleur, c'est quelque chose qui te correspond, Oui, de même si même je que suis en la noir lumière. aujourd'hui. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport au coaching? On va dire des différences par rapport à un accompagnement psy. Comment est-ce que OK. tu définirais ça? Alors un coach comparé à un psy, c'est quelqu'un ça vient du mot coach, de cocher, c'est vraiment amener quelqu'un d'un point A à un point B. C'est-à-dire on a un objectif clair, on y va. Alors c'est certain que parfois il va falloir aller chercher dans ce qu'on appelle les croyances aidantes ou limitantes des enfants, si on parle de coaching scolaire ou des adolescents. Parfois ce qui a pu les bloquer, ce qui fait qu'il y a un élément qui a pu perturber et qui fait qu'il croit par exemple qu'il est nul, qu'il a perdu l'estime de soi. Donc on va travailler là-dessus. Mais à côté de ça, on va aussi travailler sur le profil d'apprenant. Il y a 84 profils Mmh. d'apprenants. Donc on se doute bien que quand on a un professeur en face et là je parle en connaissance de cause, je suis encore professeur, mais on ne peut pas convenir de notre méthode, même si on ouvre un maximum aux kinesthésiques, aux visuels, aux auditifs, hem, c'est pas toujours évident de capter, les 30 élèves que tu as en face de toi. Ouais. Et l'avantage du coaching et c'est aussi pour ça que j'ai quitté, l'éducation nationale, c'était aussi pour avoir des plus petits groupes ou une seule personne en face de moi et pouvoir vraiment être là en appui, en soutien, et on dit en accompagnement puisque le coaching, ça n'est pas de l'aide, c'est un accompagnement. Ça veut dire que c'est en quelques séances et normalement après, ben, on se quitte Ouais. ou alors on vient sur une autre problématique, mais en tout cas, ça doit être en une dizaine de séances max, on doit avoir avancé, sur le sujet, quoi et l'objectif doit être
SMART, vraiment, c'est-à-dire, spécifique, mesurable, enfin, c'est quelque chose de concret, le Oui. coaching, vraiment. Donc on va pas se perdre non plus dans les méandres de tout ce qui a pu arriver, mais j'avoue que forcément, il y a toujours des choses qui ressortent de l'enfance, ça c'est clair, qui ont construit notre personnalité. Et donc d'une séance à l'autre, il y a aussi, une réflexion à avoir, parfois des petits exercices ou Oui, complètement. Oui, oui, oui. Puis il y a des tests aussi, moi j'aime beaucoup travailler sur, ce qu'on appelle les drivers ou les messages contraignants de l'enfance. C'est ces petites voix qu'on entend, qui nous disent: «Sois parfait, sois fort, fais des efforts, dépêche-toi». Hem et et ces petites voix, c'est intéressant, donc il y a des tests. Alors maintenant, j'en ai de moins en moins besoin, mais c'est toujours bien que les gens aussi prennent conscience et prennent le temps de réfléchir et de faire le test. Mais on en a conscience quand les gens nous parlent que c'est ça qui les drive aussi. Quelqu'un OK. qui va te parler vite, souvent, c'est qu'il est dans son dépêche-toi et bah, c'est que dans son enfance, il a compris. Ça ne veut pas dire qu'on lui a forcément dit, mais lui, il a compris que dans la vie, il fallait se dépêcher. Mais s'il se dépêche, bah, il y a des fautes d'inattention, il y a des erreurs d'inattention. Il y a des, il y a de il y a de l'impatience qui est là, par exemple. Dans le fait des efforts, c'est des élèves où ils ne visualisent pas la réussite, donc ils vont voir à chaque fois la difficulté à monter. Ils vont être besogneux travailleurs, hein, mais souvent, ils vont s'arrêter en cours de route, en fait, parce que, bon, bah, l'effort, il est fait et je vois pas la récompense Ouais. et déjà, rien que travailler là-dessus et ça, ce sont des croyances, c'est intéressant, donc j'ai des tests, les profils d'apprenants, c'est un test aussi, j'aime bien travailler sur les valeurs aussi, parce que les enfants, qu'est-ce qui est important pour eux? Parce que les valeurs des parents ne sont pas forcément les valeurs des enfants et sur comment ils se définissent en identité et en identité, c'est vraiment de savoir, c'est vrai qu'ils appartiennent à ce système familial, à ce système scolaire au départ quand ils sont jeunes, mais ils sont, des êtres en devenir pour devenir des citoyens de ce monde et c'est, peut-être cette dimension-là, avec un petit peu de recul, que j'essaye d'apporter. Et moi, quelque chose qui m'avait marqué, c'est que tu utilisais l'énéatype Oui. et tout de suite, tu as compris qui j'étais. Tu as quand même cette capacité aussi à très vite cerner, enfin vraiment comprendre en fait, la personne. Donc, Oui. qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta méthode et comment tu l'utilises aussi, Alors, je l'utilise, c'est ça s'appelle l'énéagramme. L'énéagramme, c'est 9 types de personnalité. Alors, c'est décrié par certains comme tout concept, poussé à l'extrême. On peut du coup, on peut toujours avoir le côté gourou, le côté sectaire, que vite fait on mmh, peut amener. Mais moi, je l'utilise vraiment comme un outil de captation d'énergie de la personne en face de moi et je ne le définis pas forcément dans son énéatype, mais je le définis dans une certaine énergie qui me fait penser que du coup, bah, si on prend, quelqu'un qui est dans les peurs, on va le capter assez vite, dans sa manière de parler et de suite de lui dire: «Bah, voilà, il y a cette loyauté qui est là certainement, mais on peut la dépasser» et pour sortir de ces peurs, c'est de faire comprendre qu'une peur, finalement, il y en a que 6% qui sont vraies, déjà. Tout le reste, ce ne sont que des créations de l'esprit et c'est assez dingue partir ça. c'est incroyable. Mmh. Ouais, ouais. Et là, la plupart des personnes me disent: «Mais c'est pas possible». Mais non, la peur, c'est vraiment elle est là, c'est ton corps qui te dit: «Réagis, tu risques la mort». Mais si on réfléchit bien, la mort, on la risque très peu. Donc c'est quand le camion arrive et qu'il manque de te renverser. Mais sinon, vraiment, c'est quelque chose où, pour moi, travailler sur les peurs, ce sont des croyances limitantes, par exemple. Ouais. Et quand on veut faire quelque chose et se lancer dans une nouvelle activité et que les autres te disent: «Mais tu folle, mais pourquoi tu quittes ta sécurité, ton confort?» et cetera. Ce sont les peurs des autres, mais ça devient nos limites. Ouais. Alors que non et donc les enfants ont beaucoup de ces limites-là et notamment aujourd'hui avec tous les diagnostics qu'on pose, il y a un côté très bien de poser un diagnostic parce que c'est parfois 50 de la guérison parce que l'enfant ne se sent pas, se sent compris et a peut-être une piste d'explication. Mais si on s'en arrête là, ça devient une étiquette Ouais, tout à fait. et c'est là où il faut sortir l'étiquette selon moi et ne plus s'en servir comme excuse. Alors ça peut faire bondir certaines personnes, hein, j'entends, mais c'est vrai que moi je pense que la clé, ce n'est pas de rester victime. On a pu être victime dans notre vie, mais si on reste victime, alors on est comme une proie. Pour moi, il faut reprendre ses responsabilités.
c'est pas ce qui m'est arrivé qui compte, c'est comment je réagis face à ce qui m'est arrivé. Ouais. Alors je te rejoins complètement là-dessus et moi, tu vois, dans mon activité donc avec les enfants, donc moi l'idée en fait, hein, c'est de les amener en fait à vraiment, retrouver leur confiance en eux par l'animation en stop motion, donc Mmh. l'animation C'est image par génial. image et je trouve qu'en fait, le manque de confiance peut venir aussi du fait qu'on l'enfant ne trouve pas sa place. Mmh. Alors il trouve pas sa place parce qu'il ne se comprend pas forcément, parce que aussi le monde dans lequel on vit est quand même assez complexe. Il n'est pas forcément évident, que ce soit dans le milieu familial ou dans le système Bien scolaire sûr. aussi, d'aider l'enfant, de manière à ce qu'il puisse aussi, vraiment s'épanouir et bien se comprendre. Mmh. Est-ce que toi tu penses que vraiment les aider comme ça à trouver leur place, c'est vraiment le la clé, on va dire, pour les amener à avoir confiance et à sortir des schémas de peur qu'il peut y avoir autour d'eux, de par leur environnement familial, à l'école et puis sociétal, puisque on s'inscrit quand même dans la société? Mmh. Oui, complètement et je pense surtout que la créativité est la clé. Très souvent, et notamment si on le prend dès le début avec les enfants, parce qu'on va se couper très vite en tant que plus on grandit, plus on se coupe souvent de notre créativité et finalement notre créativité, c'est revenir à qui on est réellement et le stop motion et de voir, les enfants pouvoir travailler comme ça et aller aussi dans leur imaginaire parce que limite on est de moins en moins dans l'imaginaire Mmh. aujourd'hui, puisqu'ils ont tout à portée de main. Nous, on avait l'ennui qui Oui. nous aidait énormément à aller dans notre imaginaire. Oui, là, je petite parenthèse pour les parents, l'ennui, c'est très bon pour les enfants. «Maman, papa, je m'ennuie». «Continue mon enfant, c'est Voilà, très bien». trouve des ressources. Voilà. Trouve les ressources en toi, tu as C'est l'imagination, ça, tu as tout ce qu'il faut. exactement, c'est vraiment ça. Donc la créativité et souvent même quand je fais des coachings d'adultes, c'est: «Mais revenez à la créativité, qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce que vous aimez créer?» Alors la plupart vont dire: «Oh mais je sais pas dessiner, je sais pas lire, je sais pas écrire». C'est pas ça. C'est pas ça la créativité. Créativité, c'est créer. C'est vraiment être dans son soi profond et vraiment pour moi, donner au monde et surtout à soi-même ces moments, ces temps où je suis là et je fais des choses. Je fais en Et conscience. et je fais parce que ça me révèle et non pas je fais pour faire une création qui va plaire aux autres. Et Exactement. je pense qu'aussi ce qui peut bloquer les gens dans la création, c'est le regard qu'on a sur, ben, je vais faire un tableau et puis alors, oh là là, il y a tellement d'artistes qui font des choses merveilleuses, moi je sais pas faire ça. Mais c'est pas ça créer, Non, c'est juste s'exprimer. Quel c'est que ça. soit ce qu'on fait, on n'a même pas besoin de le montrer, mais c'est juste en fait libérateur. C'est comme l'écriture finalement, enfin tout ça fait partie de la création, hein, Bien sûr. que ce soit, la création artistique ou par l'écriture ou Mmh. par, tout autre, moyen, qu'on a à disposition. C'est vraiment le côté libérateur, le côté je trouve ma place, en faisant finalement cette activité qui me libère et qui me permet aussi de me comprendre et de comprendre aussi les autres d'une certaine manière. Mmh. Complètement, Et toi complètement. d'ailleurs, tu es quelqu'un de très créatif. Oui, 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 oui. Moi, j'ai toujours, en fait, pour revenir aux croyances et une petite storytelling qui parle bien, en croyance, je me disais que j'étais nulle en maths et donc ça a engendré mes capacités, mon comportement et mon environnement. Mes notes étaient de moins en moins bonnes et je renforçais le système que j'étais nulle en maths. Mais j'avais comme valeur la valeur famille et dans ma famille, personne n'avait fait d'études et moi, je voulais être la première à faire des études. Donc ça m'embêtait de ne pas être bonne en maths et donc j'ai changé ma croyance. Elle était pas encore très formulée positivement, mais je me suis dit: «Élie, tu es pas plus con qu'une autre. Si c'est au programme, tu devrais pouvoir y arriver» et donc j'ai quand même changé quelque chose de «je suis nulle» à me dire: «Si c'est au programme, tu peux y arriver». Et j'ai mis en place de nouvelles stratégies, du coup, un nouveau comportement. Ça a engendré de meilleures notes. Bien sûr, j'ai pris des cours de maths, enfin j'ai commencé à dessiner. C'est-à-dire que quand le problème, je ne le comprenais pas, je le dessinais. D'accord. Mais avant ça, tu dessinais quand même déjà à côté? Non, Pour D'accord, donc c'est vraiment cette volonté-là qui t'a oui, fait te mettre au dessin. c'est Ah, ça. c'est intéressant ça. Alors c'est des dessins bâtons, c'est pas Oui, oui, forcément, mais c'est schématisé, ouais, hein, je justement, c'est pas du dessin, mais ça me permettait de représenter, ouais, vraiment. ouais, ouais. Et en représentant, je voyais mieux les choses et de fil en aiguille, bah, je vous ai dit en début que j'étais une ancienne prof de maths, donc j'ai fini professeure de mathématiques. Et c'est vrai que quand on m'a annoncé que j'allais être prof de maths, et que j'allais commencer, parce que j'étais vacataire, quelques temps après, enfin, je crois qu'on m'annonce ça le vendredi et le mardi, j'ai 23 ans, on me dit: Tu auras cinq classes de 6e, 5e, quoi».
Donc et en maths. Et là, je fais: «Waouh!» Et en fait, je me suis souvenue de en plus, moi, j'adore l'univers, mais c'est en cinquième, c'est là où j'ai commencé à pas moi, Ouais. avoir confiance en moi, et il fallait aborder les nombres relatifs et là, je me suis dit: «Non, alors là, il falloir être très créative pour aborder les nombres relatifs avec les cinquièmes». Et je me souviens que j'avais passé, du temps, j'avais donc dans un chapeau, j'avais mis, des +1, -1, +3 et cetera. Au sol, j'avais poussé toutes les tables, j'avais Ah dessiné ouais. comme une marelle. Tu avais le 0 au milieu, le -1, -2, -3, +1, +2, +3, +4 et puis je les faisais se déplacer sur la marelle et j'avais fait la même marelle pour chacun sur leur table et j'avais amené des malabars, chose qu'il ne faut pas faire parce que du coup, le cours d'après, ils ont mangé tous les malabars et le prof n'était pas du tout content. Mais en tout cas, j'avais été très créative dans ma manière d'enseigner les maths et j'ai continué, j'ai enseigné plus de 10 ans les mathématiques et c'est vrai que, Ah oui, j'imagine que vu comme ça, tes étudiants devaient être, ouais, devaient se sentir chanceux de t'avoir, hein? alors, bah, il y en avait qui comme toujours, tu sais, tu auras toujours des gens qui critiquent, mais c'est vrai qu'après j'étais devenue quand même assez la référente. Ah, il faut l'avoir en sixième parce qu'au moins elle donne envie Ouais. d'aller en maths, au moins ça. Il y avait pas cette peur-là de venir en maths et Ouais. ça, c'est déjà une grande victoire. Mais après, c'est vrai que j'ai été très créative parce que par exemple, je sais pas moi, en sixième, c'était Indiana Jones qui partait à la recherche de la médiatrice. Donc, je mettais la musique d'Indiana Jones quand j'arrive en classe. Et du coup, j'avais inventé un truc avec les zizous et les zouzis et qu'il fallait chercher où était la montre d'Indiana Jones à l'intérieur. Enfin bon, voilà. Et je me créais moi aussi des C'est histoires. juste génial. Et ce qui fait qu'en fait, c'est hyper créatif. Et pour un prof, ben, ça fait du bien. Parce qu'en fait, tu peux être créatif même en travaillant. Oui. En respectant le programme finalement. Exactement. Ouais. Ouais. Et ça, c'est chouette, vraiment. Et dans ce travail-là, est-ce que tu as eu le regard ou des parents ou des enseignants autour de toi qui venaient un peu te juger? Ou au Oui. contraire, tu t'es sentie vraiment à l'aise dans cette créativité? Alors, il y a toujours un regard critique. Parce que moi, ce que je remarque aussi, c'est que l'art est quand même souvent vu comme un loisir et souvent vu comme quelque chose de tu t'amuses, Mhm, juste tu t'amuses. mhm. Fais plutôt des maths, fais plutôt du français, Ouais. voilà, étudie l'histoire géo, mais si un parent voit son enfant dessiner, il perd son temps, il s'amuse et le parent ne voit pas forcément derrière tout l'apport que le dessin peut avoir déjà en termes Exactement. de graphisme, hein, de dextérité aussi pour Mhm. les enfants en bas âge, on va dire. Et plus tard par rapport à l'imagination et même tout le travail de conception de l'univers que l'enfant va amener à développer en fait dans son cerveau, par ce travail-là d'observation et de dessin. Et le dessin. Bah oui, non, mais je suis totalement d'accord avec toi et c'est vrai que moi, je l'ai toujours utilisé le dessin parce que justement, on arrive à attraper beaucoup plus d'élèves. J'ai envie de dire, ma manière de voir les choses ou même toi, pour un élève qui est scolaire, c'est égal qu'il ait un Oui, prof plus «standard» entre guillemets ou atypique, même parfois on peut peut-être un petit peu les déstabiliser. Mais en tout cas, je sais que j'avais un panel beaucoup plus grand qui était intéressé aux maths et le fait que rien qu'à la fin de l'année, il y ait pas, la plupart des gens des élèves n'avaient plus, peur d'aller en maths, ça c'était la première victoire. La deuxième, c'était de dépasser moi en tant qu'être humain et mon ego, d'avoir certaines critiques. Ça a été compliqué, des parents, ce que tu me posais comme question. Parce qu'au début, comme c'est pas connu, ça peut faire peur, justement. En plus, les maths, c'est très rigoureux, alors que qu'est-ce que c'est oui. les Ça maths? peut décrédibiliser ton travail alors qu'au Exactement, contraire, il y a un apport derrière qu'ils ne voient pas, quoi. c'est ça. Et donc il a fallu quand même que j'instaure ça petit à petit, comme les cartes mentales, par exemple, j'ai été une des premières à en faire réellement dans mes classes où, où vraiment les cartes mentales, je les utilisais en amont pour qu'ils me disent tout ce qu'ils savent sur, la notion qu'on allait, étudier et à la fin pour vraiment, synthétiser tout ce qu'ils devaient savoir sur leur cours et en fait, à la fin, les gamins me disaient, «Il faut qu'on fasse la carte mentale» parce qu'en fait, ça leur servait vraiment pour Ouais, réviser après et comme on la construisait ensemble, ils avaient, tout ce qu'ils devaient savoir, sur les nombres relatifs était fait sur un format A4. Mais du coup, je les rendais créatifs par ça et voilà, la créativité, c'est pas seulement que du dessin. Faire une carte mentale, c'est aussi créatif parce que tu l'as fait comme tu en as envie et tu y mets les mots que tu veux pour pouvoir mieux ouais. te comprendre après derrière.
Et puis tu les rendais moteurs aussi de leur apprentissage parce Ouais. que du coup, eux-mêmes étaient ensuite motivés pour continuer, pour apprendre et pour se dire: Ça m'aide donc je vais continuer à l'utiliser». Mmh mh. Complètement. Moteur et à nouveau, par exemple, si tu veux faire tracer des parallèles ou des perpendiculaires, je préférais leur faire faire des frises ou des dessins ou par exemple, quand on a fait le repère orthonormé, ben, j'avais demandé à mon directeur, bien sûr, si je pouvais utiliser le mur blanc et on avait fait à la peinture. En fait, on avait tracé le repère Waouh! orthonormé et au final, avec des points A, 1, 2 par exemple et cetera, en abscisse et en ordonnée. En plus, c'était écrit en gros abscisse et ordonnée pour qu'ils sachent enfin ce que sont les abscisses et les ordonnées. On avait comment il s'appelle? Gaston Lagaffe en gros sur notre mur, qui a duré des années jusqu'à ce qu'il repeigne la salle, quoi. Waouh, génial. Donc ouais, ouais. Non, on peut être créatif dans tout, Ouais. pour moi, dans tout, vraiment. Et c'est la clé. Et c'est la clé de beaucoup de choses, du bien-être, d'être connecté à soi-même, de pouvoir, être dans ce qu'on appelle le flow, c'est-à-dire être dans cette notion de, hem, heu, mes challenges et mes capacités sont en adéquation. Ouais. Ça, c'est important. Et est-ce que tu penses aussi que la créativité aide à l'écoute, à la posture d'écoute? Non pas juste, j'écoute, ça résonne en moi, mais, hem, je n quand tu parles, je n'existe plus pour vraiment laisser la place à tout ce que tu es toi. Mmh Cette mh. écoute vraiment où, on est dans l'abnégation de nous et de nos pensées, de tout ce que ça peut nous rappeler de notre vécu et cetera, pour vraiment ne laisser que la place à l'autre. Alors dans l'écoute active, ce dont tu parles, c'est l'écoute active complètement. Moi, le fait de dessiner quand mes coachés me parlent, alors bien sûr, je regarde aussi, leur visage parce que le corps dit beaucoup, mais c'est certain que le fait d'écrire me permet d'être complètement en écoute active de la Ouais, personne. Parce qu'en fait, je ne décroche pas. Et toutes ces personnes qui vont à une conférence et qui notent, c'est aussi une manière d'être créatif parce que tu pourrais juste entendre, mais non, tu vas aussi stimuler ton côté visuel et ton co et du coup, tu vas mieux comprendre et mieux apprendre. Donc tu vas être dans une meilleure écoute de ce qui t'est dit lors de la conférence. ouais. Et plus tu y mets de couleurs, de dessins ou quoi que ce soit, parce que moi je suis une adepte du sketchnoting, ou du scribing, 2 mots un peu, bizarres, mais qui veulent juste dire que tu prends tes notes, surtout en format, paysage et tu y mets, des dessins, mais très simples, mais vraiment il y a là alors là, c'est à la portée de tout le monde, et tu écris des mots, des phrases qui te viennent, mais tu les écris un peu n'importe où, comme ça te vient, Ouais. tu vois? Il y a ce côté Sans avoir intuitif. peur et intuitif et sans avoir peur de te tromper. Ouais, Il y a pas d'erreur. C'est toi, c'est tes notes et en plus tu t'en souviendras beaucoup mieux que, si tu les prends comme ça à la ligne, tout à fait, ouais. et que tu les reliras peut-être jamais d'ailleurs. Voilà et pour ceux qui sont intéressés donc par Ellie, enfin par sa manière aussi donc d'envisager le coaching, donc n'hésitez pas ensuite, à aller voir, en bas dans le descriptif toutes les informations la concernant et pour ceux qui sont intéressés donc par, l'animation en stop motion pour aider justement les enfants à développer leur créativité, vous pouvez aussi télécharger mon guide gratuit donc sous la vidéo dans le descriptif. Mmh mh. Il y a plein de petites astuces que vous pouvez déjà faire vous-même, en famille avec vos enfants et puis, pour plus de questions, je suis là. Et allez-y, je vous la recommande. Eh bien, merci beaucoup Ellie pour ton temps, merci pour ce Merci Claire, témoignage vraiment merci. et je te dis à bientôt. À bientôt.